Alors, anticonformiste, ça passe ou... Il faut que j'approuve tous les mots. Les virgules, tout. Anticonformiste, déconcertant, atypique, irrespectueux, provocateur, cinéma d'auteur, romancier, auteur, romancier, cinéma pour moi des déclarations d'amour, de l'exaltation ou du découragement des corps, le cinéma des questions qui reste parfois sans réponse, le cinéma de papa, point d'interrogation, un cinéma nostalgique, point d'interrogation, en tout cas le cinéma des copains perdus et parfois le cinéma des copains retrouvés, un cinéma français de référence et de toute évidence un réalisateur au film culte. Voilà, ça c'est la présentation. C'est pas mal. La liste des films, 1963, documentaire Hitler connaît pas, 66 La Grimace, 67 Si j'étais un espion, 74 Les Valseuses, 76 Calmos, 78 Préparez vos mouchoirs, 79 Buffet froid, 81 Beau-père, 83 La femme de mon pote, 84 Notre histoire, 86 Tenue de soirée, 89 Trop belle pour toi, 91 Merci la vie, 93 1, 2, 3 Soleil, 96 Mon homme, 2000 Les acteurs, 2003 Les côtelettes, 2005 Combien tu m'aimes, 2010 Le bruit des glaçons et au théâtre, désolé pour la moquette, au théâtre Antoine. Je vous demande d'applaudir. Les récompenses, parce que c'est quand même important. Et Très important. Il faut me dire si je dis pas de conneries à ce niveau-là. Il y a un Oscar du meilleur film pour préparer vos mouchoirs. Meilleur film étranger. Étranger. Oscar. Attention, c'est pas pareil. Hein. Ça rigole pas. Non, mais c'est plus facile à avoir que l'Oscar tout court. L'Oscar, c'est Hazanavicius avec The Artist. C'est le seul qui l'ait eu au français, je crois. C'est vrai. Ben oui. Alors que l'Oscar du meilleur film étranger, on est un certain nombre à l'avoir eu, pas beaucoup. Il y a quand même des Lelouch, des Costa Gavras, des gens comme ça. C'est mélangé, bien sûr. Mais... Il y a eu deux Césars pour du scénariste pour Buffet froid et Notre histoire. Yes. Ce sont des Césars importants. Très importants. Absolument. Parce que s'il n'y a pas une belle histoire, il n'y a pas un bon film. 3 Césars pour le film, le réalisateur et le scénariste pour le film Trop belle pour toi. Donc, ça aussi, c'est assez important. Le Grand Prix de Cannes. Pour Trop belle pour toi. Oui. Très important. Très important. Moins important. Enfin, oui, au plus important. Très important. C'est ça. Grand Prix à la Mostra de Venise pour 1, 2, 3. Très important. Non, on n'a pas eu de Grand Prix. Ah. Là, je suis obligé de dire, on a eu un prix de consolation, genre office catholique. Je me souviens même pas de... Une erreur sur 10. C'est pas... C'est peut-être moi qui me trompe, mais je crois que non, on n'a pas eu de prix. On a plein de questions à vous poser. Voilà. Moi, j'ai préparé plein de réponses à tout hasard. Sur tous les sujets, hein, on n'est pas obligé de parler de cinéma. Alors la première question, c'est... La première question, bon, elle est bateau, mais c'est pas grave, on va commencer avec ça et ça va... Le père. Hein bah, moi, je pense. Oui. C'est la question que je prendrais. Dans tous les cas de figure. On commence par la naissance, quand même. La question que j'avais envie de poser par rapport au père, indépendamment du fait que quand vous étiez gamin, vous avez vu circuler tout le Gotha du cinéma pas tellement, français, non ? Un peu, mais pas, enfin, pas tel qu'on peut l'imaginer. Voilà. Ce qui est d'ailleurs le cas souvent des enfants d'acteurs ou de metteurs en scène, qui ne sont pas tellement mélangés avec la profession, parce qu'on a tous le même raisonnement, c'est qu'il faut protéger les enfants de ce métier qui est polluant quand même, qui est merveilleux, mais qui peut être polluant par des petits-enfants. Donc on est souvent protégé. Mon père, par exemple, ne m'a jamais trop emmené sur les tournages. Il m'a emmené 2-3 fois, mais je n'étais pas un habitué des plateaux. Alors que lui, il tournait toute l'année. Il travaillait toute l'année. Pour vous protéger ou parce que... Pour me protéger, parce que...
il ne faut pas que les enfants se trouvent trop tôt confrontés à la notoriété, au public, au pouvoir, à tout cette espèce de... tout ce que j'appelle les trucs polluants des métiers. Il y a quand même, on est quand même des demi-dieux, quand même. Les acteurs, les vedettes acteurs, les grands metteurs en scène, sont des gens qui vivent autrement. Donc, c'est pas bien pour les enfants, parce que les enfants, ils veulent vivre comme les copains. Il ne faut pas les sortir de ça. C'était les copains, en l'occurrence, à quoi vous assistiez par rapport à votre père et à tout Non, mais moi, j'ai eu une enfance tout à fait normale, sauf que j'avais comme père un des mecs les plus marrants de France, quoi. Alors ça change tout, parce que on peut avoir des parents marrants. C'est pas toujours donné, d'ailleurs, hein, mais très marrant comme ça, comique, hein, c'est une chance extraordinaire. Bon, cela dit, c'est une chance. Je m'aperçois, par exemple, que les enfants de Funès, qui étaient très marrants aussi, à ma connaissance, n'ont pas fait de carrière dans le spectacle. Donc ça ne veut rien dire. On peut très bien être le fils de Bernard Blier, faire une carrière de metteur en scène, mais c'est pas forcément parce qu'on est le fils de Bernard Blier. J'ai une sœur, par exemple, qui n'a jamais fait de spectacle, et qui a eu la même éducation, qui était très drôle, très douée pour être actrice, côté comique. Ma sœur, elle est un peu dans le genre Balasco, plus jeune que moi. Et donc, elle est très drôle, mais elle n'aimait pas ça, elle aimait d'autres trucs. Donc ça ne lui est pas venu à l'idée une seconde. Donc, bon, comment on peut dire... Dans les familles, il y a parfois des frères et sœurs qui ont la même éducation, et puis il y en a un qui adore lire des bouquins, puis l'autre qui ne supporte pas de voir un bouquin, et qui aime le foot, ou qui aime autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je peux dire à la fois que c'est une chance extraordinaire d'avoir été le fils de Bernard Blier, mais ça m'a évidemment énormément facilité la vie, mais parce que j'ai décidé à un moment que le cinéma m'intéressait. Mais si j'avais voulu faire pharmacie, par exemple, ou vétérinaire, ou flic, j'ai hésité quand même. Oui, mais les flingues et tout ça. J'allais le dire. Oui, mais ça ne m'aurait pas servi à grand-chose. Donc, disons qu'il y a des vocations. Il y a eu la vocation de mon père, il a eu un enfant qui était moi, et qui a eu une vocation aussi un peu, pas semblable, mais voisine de la sienne. Donc ça s'est plutôt bien passé, au point que j'ai même pu le faire tourner comme acteur. Donc, voilà. Mais c'est exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de très grands acteurs qui ont des enfants, filles et garçons, et qui ne sont pas des stars de cinéma ou de la mise en scène, ou qui font tout à fait autre chose. La seule chose qui influence l'écriture, c'est quand les producteurs disent on ne fait pas le film. L'écriture, elle est toujours là, mais il n'y a pas de film. Quoi. Oui, ça c'est sûr. Il ne faut jamais réécrire. Il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire, et puis si on ne fait pas le film, tant pis. Tant pis pour les spectateurs. Mais ça reste dans le magasin, et puis on a une arrière-boutique. Moi, j'ai une arrière-boutique avec plein de trucs. Alors, je vais chercher de temps en temps, la nuit, je me lève, je mets une blouse grise, j'ai tous mes stylos, là, je vais fouiller dans les papiers, dans l'arrière-boutique, et je sors des trucs. On me dit, oh, c'est formidable. Je dis, oui, ça fait 14 ans que ça attend dans un serroir, mais enfin, bon. Il y a des trucs qui restent... Ah oui, il y a des trucs qui restent. En général, on ne le fait pas, mais on prend des petits bouts. Parce que quand ça démarre au niveau de l'écriture, parce qu'on va parler de ça, quand le premier jet, en fait, c'est souvent quoi? C'est souvent une scène dans ce cinéma. Non, mais c'est souvent une scène, ça démarre toujours par une scène où, boum, tout de suite, parce le que pavé quand est vous posé. voyez le film, Ouais. mais vous n'êtes pas là quand j'écris. Non. Vous ne pouvez pas me dire comment j'écris. Je n'ai pas encore été invité à voir la Non, page c'est blanche. vrai que c'est souvent la première scène, mais pas toujours. Donc au départ, c'est pas forcément une grande scène d'exposition à deux. Pas forcément. Souvent, oui. L'exposition, non, j'aime pas les scènes d'exposition. Les mains au cul, oui. Ouais. Un meurtre, buffet froid, par exemple, c'est une formidable scène d'ouverture qui est une scène de meurtre, une histoire d'assassin. Mais on n'explique rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'au départ, on démarre en disant je vais démarrer mon film, il y a un mec qui a un couteau dans le buffet, froid, il y a un gars qui passe. Ben là, il y a une explication. Chaque film a une raison d'être, plus ou moins.
Buffet froid, c'est assez extraordinaire parce que c'est mon film le plus mystérieux. J'ai pas encore compris comment je l'ai écrit. Et je l'ai écrit. Et très vite. Donc, et ça m'est venu d'un truc de Gérard Depardieu, parce que on s'inspire beaucoup des acteurs. Donc, on ne fait pas des films avec Gérard Depardieu impunément. Donc, après Les Valseuses, il y a eu Préparez vos mouchoirs. Et pendant Préparez vos mouchoirs, on a tourné pour des raisons obscures. On a tourné dans les Ardennes belges. Et donc, pendant un certain temps. C'était pas à l'époque pour acheter des maisons et pour échapper au fisc. C'était juste pour des raisons juridiques. Et donc, on tourne dans les Ardennes belges, et Gérard, entre chaque plan, comme il n'aime pas attendre qu'on règle les lumières et tout ça, il avait un couteau, il avait un gros opinel, l'opinel le plus gros, quoi. Et il taillait des branches, il coupait des branches des Ardennes. Il prenait une branche énorme et il faisait un cure-dent. Pendant 1 heure, il coupait et il arrivait au cure-dent. Et là, on n'était pas à tourner, on tournait, mais après, il recoupait une autre branche, etc. Et une déforestation énorme. Et donc, quand on a fini ce film qui est sorti, etc., bon, je me suis retrouvé un peu confronté au problème. Bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Et la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est le couteau. Couteau, c'est Gérard, le couteau, qu'est-ce que je fais avec ce couteau? Ben, je vous le plante dans le ventre. L'idée, c'est ça, le film, c'est ça. Je vais vous le planter dans le ventre. Quel effet ça vous fait? Ben, rien, c'est bon, là, voilà, un lavabo qui se vide. Oui. Mais on ne sait pas où on va avec après. Rien. J'ai commencé comme ça, avec une scène, et puis après, bon, ben... Parce qu'on est bien d'accord, pardon, mais il n'y a pas d'improvisation dans vos jamais, films. non. On me demande souvent ça, Voilà. qui a tendance à m'énerver. Et en fait, c'est un compliment, parce que si les gens posent cette question, ça veut dire qu'ils ont l'impression que les dialogues sont très naturels. Ils disent, ils improvisent, qu'est-ce qu'ils doivent bien s'amuser, etc. En fait, non, c'est tout écrit à la virgule près. Non, mais on sent que c'est quand même... Je vais vous décevoir, oui. mais on sent bien que c'est quand même très très écrit. On sent bien qu'il n'y a pas d'improvisation. Il y a des films je veux dire, au niveau ça a l'air moins écrit que oui. ça. Par exemple, Les Valseuses, les gens me disaient, qu'est-ce que vous avez dit? Vous amusez à improviser tout ça? Non, il n'y a pas d'improvisation, parce que c'était un dialogue plus parlé. Buffet froid, c'est plus littéraire déjà, un peu plus littéraire. Et vous aviez un thème, par exemple, si on parle des valseuses, parce qu'on passe d'un film à l'autre, ça n'a pas d'importance. Il y avait un thème au départ sur les valseuses? Ah oui. Ou c'était... C'est le bouquin d'abord. Oui, parce que non, ça Les Valseuses, c'est la seule fois où j'ai écrit sérieusement. C'est-à-dire que j'ai commencé par un bouquin, c'est quand même 1 an de travail, c'est pas pareil. La fin n'est pas la même dans le film et dans le bouquin. Non, mais je l'ai tourné, la fin du livre. Oui. Je l'ai tourné. C'est-à-dire la mort des personnages. Parce qu'ils ont récupéré la déesse dont ils ont cisaillé la roue. Ils sont là comme des cons dans la bagnole, et on bandera quand on aura envie de bander et tout ça. Et là, paf, il y a la roue qui se barre. Et ça, on l'a tourné. Et ils voient la roue et ils disent, qu'est-ce que c'est que cette roue-là? Alors il y a Patrick qui dit, elle est probablement à nous, hein. Ah merde, on est mal alors. Oui, et là, hop, ravin. Explosion de la bagnole et tout. J'ai tourné tout ça. Puis le film finit, monté, donc musiqué, etc. On présente le film à un distributeur américain très important de cette époque-là, qui s'appelait Donald Rugoff, qui était le distributeur de Truffaut, de tous ces gens aux États-Unis. Il voit le film avec une traduction simultanée dans l'oreille, j'ai bien dit dans l'oreille, et il sort de projection en disant, le film est formidable, j'achète le film. Alors moi j'étais dans tous mes états, c'était la première fois que j'avais un film qui allait franchir l'Atlantique. Il me dit, il y a juste un petit détail. Il ne faut pas qu'ils meurent à la fin. Ils sont trop sympathiques. J'ai dit d'accord. À cette vitesse-là. Il dit d'accord. J'ai tourné au montage, j'ai coupé la fin. Pour vendre le film ou parce qu'il avait raison? Il avait raison. Et pour vendre le film. Il y a un moment, on s'en fout qu'il meure à la fin. On s'en fout. Oui, parce qu'on y pense. On y pense. Il rentre dans un tunnel générique. On se dit, oh là là, finir un film dans un tunnel. C'est dans une descente. Mauvais, oui. Donc, c'est mauvais quoi qu'il arrive. C'est pas très bon. Pas comme une arrivée sur une plage dans sa vie. Non. Et puisqu'on parle de ce film-là, évidemment, souvent on doit vous poser la question, mais c'est pas grave, je vous la pose quand même. Le choix de Depardieu, Devers, c'était pas Devers au départ qui était prévu? Non, mais si. Non, le choix était un choix normal. C'est-à-dire que quand on écrit un truc comme Les Valseuses, je parle du livre, le livre qui était en vente partout,
J'ai fait un gros casting très long parce que comme ça, tous les acteurs qui venaient me voir, ils achetaient le livre. Donc j'en ai vendu énormément. C'est à moitié vrai, à moitié faux. Mais on en a vendu beaucoup à cause de ça. Donc on a fait, mais en même temps, je cherchais les acteurs. J'ai mis 6 mois de casting avant de choisir et Gérard Depardieu et Patrick Devers. Et Depardieu, c'est passé comment? La rencontre, cette première rencontre, la toute première Mais fois. je le connaissais, Gérard, avant, parce qu'il avait joué une pièce avec mon père. Il était connu quand même. Il n'était pas connu du public. Il n'avait pas eu de grand rôle, mais dans la profession, on le connaissait. Il avait fait des choses au théâtre importantes. Avec Claude Régis, c'est ça? Oui, il a joué Sauvé à Chaillot, pièce d'Édouard Bond. Il a joué des trucs, des boulevards assez marrants. Donc on le connaissait, mais en même temps, on le connaissait, on se disait, je vais quand même pas prendre un mec avec cette tête. Là. C'était pas une gueule, c'est une tête. Et donc, il fallait un certain moment pour ça. C'est un peu comme la première apparition de Belmondo. Quand Belmondo est arrivé dans le cinéma français, tous les gens disaient, oh non, c'est pas possible, il a le nez cassé, alors que il avait déjà fait un bout de souffle. Donc il était déjà une vedette. Mais il faut s'habituer aux gueules. C'est vrai que quand Belmondo est arrivé, on n'avait jamais eu un mec comme Belmondo. Enfin, depuis Michel Simon, qui lui était carrément c'était un visage dessiné par Haroun Tazieff, un peu. Mais c'est plus sa gueule que sa personnalité qui était troublante au départ. Pour Gérard ? Ouais, c'est une personnalité. Non, au cinéma, c'est le physique qui compte. On savait que c'était un grand acteur, donc il n'y avait pas de problème. Le physique, c'est important. On engage les gens quand on doit faire un film qui dure 2 heures et qu'on doit être avec 2 gars pendant 2 heures. Bon, le choix des gueules, le choix des personnages, c'est d'abord physique. Et puis ensuite, il fallait trouver le tandem, il fallait trouver les deux. Donc ça a pris du temps, parce que j'avais très vite l'idée que j'allais prendre Gérard, parce qu'il était assez incontournable. Et puis ensuite, je cherchais un petit pour aller avec lui. Un petit, parce qu'il faut toujours avoir un grand et un petit. Dans tous les films, c'est comme ça. Les Américains l'ont fait 10 fois, etc. Ou un beau et un trailer. Enfin bon, il faut que ça fasse un équilibre. Et Patrick, que j'avais évidemment, qui était venu me voir, et que j'avais vu dans des trucs, des films qu'il avait tournés, était éclatant de talent. C'est-à-dire qu'on se disait, quand on voyait Patrick arriver, c'est le meilleur actuellement, mais il fallait quand même prendre Depardieu. Donc mais on se disait, enfin moi je me disais, je ne peux pas prendre Depardieu et Devers, parce que Devers était aussi costaud, aussi balèze que Gérard. Parce qu'on a oublié ça. On a le souvenir d'un Patrick Devers un peu amaigri, fatigué. Mais au début, ils étaient deux tueurs extraordinaires, 2 costauds, quoi, des balèzes. Et donc je disais à Patrick, écoute, je ne peux pas te prendre parce que tu es aussi costaud que Gérard, il me faut un petit. Ou un maigrichon, enfin bon. Et ça aurait pu être une espèce d'enconina, mais à cette époque-là, il n'existait pas. Non. Et donc Patrick était emmerdé parce qu'il avait bien envie de faire le film, mais il disait rien, il était adorable. Et puis un jour, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, tu commences à m'emmerder. Parce que tu me dis que je suis trop costaud, mais tu n'as pas pensé à un truc, c'est que je peux le jouer fragile. Mais comment tu vas faire? Je vais me mettre derrière l'épaule de Gérard, et j'aurai l'air fragile. Mais c'est magnifique comme rencontre. J'ai dit, je t'engage. D'abord, ça veut dire que tu connais bien le cinéma. C'est une des choses les plus intelligentes, mais enfin, c'est banal, parce qu'il y a plein d'acteurs qui auraient pu le dire. Simplement le dire quand on n'est pas connu, qu'on n'est pas du tout médiatisé, que c'est le premier rôle important qu'on va avoir, dire ça au metteur en scène, c'est faire preuve de talent, d'intelligence, d'humilité. Et dans le film, il est toujours un peu derrière, mais il est toujours aussi balèze. Mais on a l'air, il est derrière. Et puis Gérard, il sait bien se mettre devant aussi. Hein. Oui. Il n'y a pas eu de problème. Je revoyais de nouveau les films et je me disais, mais c'est souvent des histoires de mecs, c'est beaucoup des histoires de mecs. C'est pas tout à fait vrai, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que maintenant je regarde ma carrière et je vois un peu le travail. C'est un cinéma de mecs. Bon, parce que le metteur en scène est un homme. Mais
la présence des femmes est énorme. Elle est en permanente. Mais... Et elle vient progressivement, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop au début, puis petit à petit je me fais envahir quand même. Mais quand elles ne sont pas là, on parle d'elles, c'est-à-dire qu'on les cherche. C'est la fameuse réplique des valseuses, il y a forcément un cul qui nous attend quelque part. C'est une déclaration d'amour sublime. Oui, ça. Ils ne parlent que de ça. Ils cherchent la femme. Ils cherchent tellement la femme qu'ils vont aller en chercher une plus âgée, qui est Jeanne Moreau, qui est quand même une idée formidable, et qu'ils vont se cogner là. Ils vont se cogner au désespoir. Mais jusqu'à sa fin à elle, oui, qui est quand même très très mais c'est un film, Les Valseuses, qui est complètement dominé par la féminité. Ils sont à la recherche de ça. Comme ils sont très cons, et que ces deux voyous, c'est pas des prix Nobel, donc, ils savent pas trop comment s'y prendre. Quoi. Et petit à petit, dans les films qui ont suivi, Préparez vos mouchoirs, c'est déjà un film où le pouvoir est complètement dans les mains du personnage féminin, de Carole Laure. Non, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec les femmes, surtout dans les médias interposés, parce qu'on m'a souvent taxé de misogynie, ce qui, je pense, est une formidable connerie. Parce que les films ne sont pas du tout misogynes. Ils sont agressifs, mais ils sont agressifs tous azimuts. C'est-à-dire que les mecs en prennent autant dans la gueule que les filles. C'est des films contre les cons, quoi. Alors, comme c'est aimablement réparti entre les deux camps, il n'y a pas de débat. Oui, parce que par exemple, dans Merci la vie, c'est essentiellement deux nanas. C'est deux filles. C'est presque, on retrouve presque même le duo de Depardieu de Vert, sauf que. C'est ce que j'ai voulu faire. Merci la vie, je me suis retrouvé à un moment, j'étais aux États-Unis, dans une chambre d'hôtel, et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire comme film après ça? C'était après Trop belle. Et je me suis dit, est-ce que je serais capable de refaire Les Valseuses? Parce que c'est la question qu'on se pose forcément. Ça a été forcément un film marquant, un très gros succès. Donc, on se dit, est-ce que je serais capable de le refaire? Ben alors, je me suis répondu à moi-même, oui, sans doute, mais c'est plus des mecs, c'est deux filles. Oui. Donc, ça voulait dire que l'époque avait changé, là, forcément. Et je me suis aperçu, j'ai commencé à travailler, et je me suis aperçu que c'était pas possible, que finalement, je ne pouvais pas refaire Les Valseuses, que je pouvais prendre la route, mais que ça allait me mener ailleurs, et dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Puis c'était pas forcément important de refaire en plus Les Valseuses. Non, mais c'est un côté... c'est comme un mec qui a battu le record du monde et qui se dit, tiens, 10 ans après, est-ce que je peux encore... Il y a ce côté-là, quoi. Et aujourd'hui, le côté fédéraire. Est-ce que vous referiez Les Valseuses? Et je suis toujours en train de refaire Les Valseuses, en fait. Mais je le fais pas, mais j'y pense. J'ai une autre question par rapport aux acteurs. Parce que vous l'avez fait une fois, vous avez dirigé votre père. On en revient une dernière fois. Ça fait quoi finalement, par rapport à la carrière qu'il a eue, d'un seul coup de se retrouver là à diriger son père? Et comment ça s'est passé? Comment ça a été vécu par l'un comme par l'autre d'ailleurs? On m'a souvent demandé ça et pardon. Je réponds toujours la même chose. Et ça s'est passé comme avec n'importe quel autre acteur. La seule différence, c'est que il y avait une plus grande exigence entre mon père et moi, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il savait que je le connaissais mieux que les autres metteurs en scène. Parce que forcément, étant son premier spectateur depuis toujours, à la maison, et l'ayant fait répéter ses pièces et tout ça, je connaissais extrêmement bien le personnage. Donc il savait que j'allais lui éviter de faire des conneries. Enfin, tous les acteurs font des conneries, même les grands. Et donc, pardon, ce que vous appelez des conneries, c'est... en faire trop d'un côté, trop de l'autre, pas assez, l'éthique, forcément. D'accord. Donc, il savait que j'allais être impitoyable. Et il était content de ça. Donc, c'était très agréable. Le seul truc un peu compliqué, c'est que je ne pouvais pas l'appeler papa, parce que... devant 35 personnes... Alors, on avait mis au point une espèce de langage, comme ça. Il y avait un code. Ouais, j'allais le chercher, je lui disais, bon, va falloir y aller. Je ne disais pas, papa, il faut aller bosser. Et le film lui avait plu à l'arrivée? Lequel? Il fait froid. Ouais. Non, parce qu'il a tourné dans Calmos aussi. Oui, c'est vrai, pardon. Il faisait un curé alcoolique.
Il n'a pas aucun effort pour rentrer dans le personnage. Non, mais c'est des bons souvenirs. Il n'y a pas de... Mais c'est pas très extraordinaire. Ouais. Tourner avec son frère, je crois que ça doit être plus emmerdant de tourner avec son fils ou sa fille. Ça doit être Parce plus qu'il y a emmerdant de la fragilité, ouais. on peut casser, on peut faire du mal. Mais un homme comme mon père, c'était du béton, c'était du béton. Ouais. Donc on fait jamais de mal à des gens comme ça. On peut lui dire n'importe quoi. Mais on pouvait même lui dire, on tournait à une prise, et puis je pouvais même m'approcher pour lui dire qu'il n'était pas bon. Ah bon, tu dis à ton père qu'il n'est pas bon. Et ben oui, alors bon, c'était une relation comme ça. Ouais, mais c'était amusant. Ouais. Ouais. Et par exemple, sur les films des acteurs, à la fin du film... Les acteurs. Ouais. Ouais. Brasseur parle à son père, de mémoire, ouais. et vous apparaissez pour avoir des nouvelles de votre père. Ben, il me le passe. Ouais. Pas facile à tourner, ça. Ouais. Oui, parce que je me suis retrouvé tout seul. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis devenu acteur. Ah. Un truc très émouvant à faire, quand même. Et puis, je me suis retrouvé tout seul. C'est-à-dire que mon équipe était terrassée par la... Ils étaient tous là, mais ils faisaient le plan avec moi. Mais ils étaient impressionnés, quand même. Donc, personne ne bougeait, personne ne mouftait. Moi, j'étais tout seul. C'était sensible aussi. Oui, et moi, j'étais tout seul à me diriger, à jouer, à avoir mon émotion et tout ça, et parler à mon père. Je ne le referai jamais, ça. Parce que ce qui était difficile, c'était quoi, le plus difficile? C'est d'abord, tout gérer ou tout gérer, lâcher. Mais non, mais on gère en plusieurs temps. C'est-à-dire, on met le plan en place, on répète, puis après, on va le tourner. Alors, ce qui est difficile, c'est d'abord de passer devenir acteur dans son propre film. Chez un copain ou une copine, ça m'est arrivé une ou deux fois. C'est sympa, ouais. Mais dans son propre film, où on passe tout d'un coup à devenir le personnage principal dans un film comme ça, et en plus pour parler à son père qui n'est plus là, c'est un peu bizarre. Mais il fallait le faire. Oui, c'était très beau aussi. Il fallait le faire. Bon, ça se termine comme ça. Ouais. Et il est quand même très particulier, ce film des acteurs. C'est quoi? C'est le fait de... C'est une déclaration d'amour aux acteurs? C'est une nostalgie du métier en se disant qu'aujourd'hui les acteurs ou le métier a un petit peu changé, que ça n'aura plus le même impact? Non. Il y a des gens qui n'étaient pas dans le film, dans ce film-là, et que vous avez regretté pas avoir. Bien évidemment, ceux qui ne sont plus là. Évidemment, mais bon, il y en a eu pas mal quand même. Oui. Il y en a que je n'ai pas pu avoir, que j'ai dû remplacer. Enfin, l'essentiel est là. Et il y en a qui ont été plus difficiles à diriger que d'autres, compte tenu quand même que non. Est-ce que vous avez eu le sentiment, par exemple, que c'était quand même un concours entre les uns et les autres, puisqu'ils savaient que tout le cinéma français était dans ce film? Non, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Oui, ils savaient qu'ils étaient tous dans le film. Oui. Donc, parce que c'était que des bons, donc ils avaient toujours... ils jouaient leur scène. Donc je regrette un truc, c'est que j'avais une idée pour Lucchini, mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne pouvais pas tout faire. Le film a déjà été pas mal coupé avant le tournage. Je voulais faire un attroupement avec François Ier, c'est-à-dire que une centaine de personnes rassemblées, et on s'approchait, les personnages principaux, qu'est-ce qui se passe, et il y avait quelqu'un qui disait « Lucchini se tait ». Ça n'aurait pas été compliqué à tourner. Je l'ai raconté à Lucchini, il m'a fait « C'est intelligent ». Les acteurs? Oui. Quels acteurs? Depardieu, on en a parlé. Il y a eu beaucoup de films avec Depardieu. Plein, parce que c'est la grande rencontre de ma carrière. Hein. Oui. C'est quand même une rencontre qui est exceptionnelle parce que j'ai eu l'impression souvent que c'était lui qui écrivait mes dialogues. C'est-à-dire que j'ai écrit Les Valseuses sans connaître Gérard. Et puis il est arrivé, il a pris possession du truc, et je me suis dit, je l'ai écrit pour lui. Mais c'est pas vrai, parce que je ne le connaissais pas. Donc, il y a une fusion entre un mec de Châteauroux, qui est monté à Paris, un ancien loupard quand même, venant d'un milieu très très difficile,
Et moi, fils d'un acteur très connu, élevé dans le 16e arrondissement, le cul dans le beurre, et on n'a rien en commun. Et on se retrouve, frères, deux copains comme cochons, deux frangins, à faire les valseuses. Et après, ça a continué sur Tony Soirée, sur tous les films qu'on a fait ensemble, mais particulièrement dans les valseuses, qui est une rencontre. Et je crois que c'est valable aussi bien pour lui que pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un côté... quand j'écris une phrase, il va la dire idéalement encore mieux que ce que j'ai imaginé. Voilà, comme si c'était lui qui l'avait écrite. Ça, c'est très rare. Vous emmenez les acteurs à une façon très très précise de dire le texte. Est-ce que vous ne lâchez pas à ce niveau-là ou alors vous leur laissez quand même la liberté de... J'ai pas de... Ça, je pense qu'on va... Tout à l'heure, on va parler de ça avec les élèves. Mais on va les laisser parler un peu. Mais c'était quoi la... Ah oui, est-ce que j'emmène les acteurs vers des intonations? Ça touche un peu à la direction d'acteur, mais oui, à l'intonation. Oui. Parce que c'est écrit d'une façon tellement particulière qu'on pourrait presque penser qu'il faut aller la chercher jusqu'à l'intonation. Oui, parfois. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a des acteurs, là, d'abord il faut prendre que des bons, pas des mauvais. Donc quand on a des bons acteurs, ils disent le texte comme on leur demande de le dire. En gros, il y a moyen de... Au cinéma, c'est plus facile qu'au théâtre. Il y a moyen d'arriver à l'intonation qu'on souhaite. Et puis, il y a les très grands acteurs qui disent « d'accord ». On leur demande l'intonation, ils disent « d'accord, je te le fais, demande le moteur ». Alors, ils le font autrement, et ça revient au même, et c'est formidable. C'est-à-dire, par exemple, Serrault, imaginons, grand acteur. On lui dit « Michel, est-ce que tu peux jouer un peu plus intérieur. Tu veux que je joue intérieur? D'accord, demande le moteur. Alors on lui dit, il n'a une réplique à dire, est-ce que quelqu'un peut aller répondre au téléphone? Il va dire plus intérieur, et au moment de jouer, il fait, est-ce que quelqu'un peut aller répondre au téléphone? C'était pas écrit comme ça au départ. Non, et c'est très bon. C'est très marrant. C'est lui, il faut savoir s'incliner. Il faut savoir s'incliner devant les mecs. C'est un fou. C'était un fou. Il faut être un acteur fou pour jouer dans les films de Millet? Non, du tout, mais pas forcément. Mais c'est bien qu'il y en ait. Quand il y en a un, je me dépêche d'aller lui demander, quoi, de travailler avec lui. Et c'est le cas de Gérard. Par exemple, Gérard est un acteur qui est capable d'être des plus grandes folies, et en même temps d'un mezzo voce très, très rigoureux. Il peut jouer comme Lonsdal. Ouais. Alors, oui. Quand on parlait de direction d'action, je voulais savoir quel est l'acteur que vous avez aimé le plus diriger et pourquoi? Bon, il n'y a pas d'acteur non, je ne peux pas répondre parce que j'en ai connu quand même pas mal, des merveilleux, donc j'ai eu des grands plaisirs avec pas mal de gens. Alors quand même, il y a des choses qui ressortent. Par exemple, Annie Girardot, avec qui j'ai travaillé très très peu, mais quand même une fois, m'a bouleversé. Et davantage, peut-être parce que c'est une femme, mais en même temps une femme qui avait à la fois l'émotion, une dramaturgie exceptionnelle, et un humour, et un côté populaire extraordinaire. Donc les deux mélangés, c'était probablement la plus grande actrice française qu'on ait eue. Alors ça m'a laissé un souvenir très fort, mais j'en ai avec Serrault, j'en ai avec Gérard Depardieu, évidemment, Devers, beaucoup. Patrick était un acteur gigantesque. Michel Blanc, il y avait eu Marcello Mastroianni quand même, pas rien. Il y a eu Trintignant, j'ai eu des tas d'acteurs. En tout cas, beaucoup du café-théâtre, puisque vous êtes un des premiers à avoir vachement fait travailler les gens du café-théâtre. Le café-théâtre, c'était normal, parce que moi, quand j'ai fait les valseuses, c'était le moment où les cafés-théâtres montaient en puissance, naissaient même. Donc, pendant que je préparais, que je faisais le casting de valseuses, il y avait le Splendide était en train de naître, il y avait tout ça. J'ai même fait des essais filmés avec Coluche pour les valseuses. Et bien, ça ne collait pas. Et donc je cherche des acteurs avec lesquels j'ai eu des grands souvenirs. Il y en a tellement que... Parce que j'en ai eu beaucoup dans tous mes films. Hein. Ouais. Puis des femmes extraordinaires. Donc, comment dire,
c'est pour ça qu'on fait des films. Donc, je pourrais dire que dans tous mes films, j'ai eu des moments de grâce avec des acteurs, hommes ou femmes. Charlotte Gainsbourg et Anne Grimbert dans Merci la vie, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Donc, voilà. Alors, j'ai eu quelques déconvenues aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours pile. Parfois, on peut se tromper. On peut engager un acteur en se disant il va être génial, et puis on s'est trompé. Alors, ça, c'est très, très, très ennuyeux. Très, très ennuyeux. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Enfin bon, on ne peut pas l'éviter. Bonjour. Bonjour. On voit pas bien les filles. On voit pas bien les filles avec la lumière. Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez tous vos dialogues à la virgule près. Et je me suis demandé dans le film les acteurs où les acteurs principaux jouent leur propre rôle pour la Oui. s'ils n'avaient pas du coup donné leur grain de sel finalement dans les personnages Non, il y a eu un, Brialy, oui. Brialy, il m'a fait couper un ou deux trucs. Mais c'était délicat avec Jean-Claude. Je l'aimais beaucoup, donc ça n'avait aucune importance. Il me disait de couper. Non, il y a une scène avec Arditi où il lui dit, je ne sais plus quoi, sur l'homosexualité, etc. Bon, c'était délicat parce que Jean-Claude était homosexuel, on le savait, on en plaisantait ouvertement, mais on l'aimait beaucoup. Donc il y a eu un ou deux petits trucs qui m'a demandé de changer, mais pas changer, mais couper. Ce que je me suis empressé de faire, ça n'avait aucune espèce d'importance. Là aussi, ça se justifiait à l'arrivée, finalement, De couper ? de couper ça. Je ne me souviens même pas, je me souviens simplement que Jean-Claude m'a demandé. C'était le seul, je crois, sur tout le film qui m'a demandé ça. Parce que je les connaissais bien quand même, donc j'avais écrit des dialogues qui leur collaient un peu. Oui, vous les connaissiez bien. Ouais. Delon, par exemple, j'avais fait un film avec lui. Là, il y en a un que je ne connaissais pas, avec qui je n'avais jamais travaillé. C'est Jean-Paul Belmondo. Par exemple, voilà un garçon, pendant 20 ans, je lui ai proposé des films. Il a toujours dit non. Alors que moi, je l'aimais beaucoup. Et puis on se voyait, on déjeunait ensemble, etc. Je voulais qu'il fasse Calmos. Calmos, c'est un film qui devait être fait avec Belmondo et Jean-Yann en tandem. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et Jean-Paul disait non, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi tu peux pas? Il ne voulait pas être feignant, quoi. Il voulait faire des polars, des trucs. Moi, c'est une question, ça revient un peu à ce qu'elle disait, mais on parle pas tout à fait. En mieux. Il faut toujours essayer d'améliorer. Dans un film, pour en revenir dans les acteurs, le scénario a été écrit, Avant. Les dialogues ont été écrits à la virgule près, mais est-ce qu'il y a une direction d'acteurs pour des acteurs qui jouent leur propre rôle? Non. Non, c'est-à-dire que vous les avez laissés... Un acteur qui dit, par exemple, quand Marielle dit... se lève dans la maison du caviar pour dire je suis Jean-Pierre Marielle. C'est écrit pour Jean-Pierre Marielle. C'est le seul mec capable de dire je suis Jean-Pierre Marielle. Donc c'est écrit pour lui. Par exemple, si ça avait été Trintignant, il n'aurait pas pu dire je suis Jean-Louis Trintignant, c'était pas drôle. Marielle, il a une voix à dire je suis Jean-Pierre Marielle. De l'annoncer comme une terriblement mauvaise nouvelle. C'est ça qui était marrant dans ce film, qui a un peu échappé au public, je dois bien le dire. À mon grand étonnement d'ailleurs, parce que c'est quand même un film qui est quand même bien meilleur que les émissions de variété qu'on voit le samedi soir à la télé quand même. Donc ça pourrait passer tous les samedis soirs à la télé. Mais parce que c'est quand même une suite de sketchs incroyable, avec des moments émouvants et tout. Enfin bref. Mais le tandem Serrault de Belmondo, c'était formidable. Quand on a tourné ça, le premier plan, on a tourné près de la maison du caviar, sur des champs, là, près des champs. Jean-Paul arrive, il se prépare, et je suis avec Serrault dans la rue, et Serrault m'a dit, tu sais, je vais te dire un truc, j'ai le trac. Et je dis, pourquoi? Il me dit, c'est la première fois que je tourne avec Belmondo. C'est où, ça? J'avais donc une question. Vous avez fait tourner beaucoup d'enfants dans vos films. Hein? Beaucoup d'enfants dans vos films. Et Non, dans vos pas pères, tellement. vous tournez une jeune fille de 15 ans. Oui. Et je me demandais, ça n'avait pas été dur, parce qu'elle a quand même fait beaucoup de scènes de nude.
C'était dur, oui, Comment ça a bien été- sûr. enfin, comment vous avez fait pour la diriger par rapport à un autre acteur Pour beau-père. ouais. Comment j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde. C'était difficile, oui, c'est des films très difficiles. Même avec un homme quand même plus âgé, joué par Patrick Devers. Mais c'était surtout, ça s'est bien passé, beaucoup à cause de Patrick Devers, qui a été merveilleux de délicatesse. C'est-à-dire qu'il a été absolument exemplaire. Voilà. Et il avait des scènes difficiles avec elle. Et elle, comme toutes les gamines de cet âge-là, elle était très chaude. Hein, elle y allait. Alors lui, de temps en temps, il me regardait, à bout de 2-3 heures de tournage, il me regardait, il me faisait « On peut pas aller dehors un peu ?» Alors on faisait un arrêt, on faisait une pause de 10 minutes. Parce qu'il avait besoin, quoi. Et elle avait aucune difficulté pour. Aucune. Aucune. C'est qu'elle a parce que j'aurais pas fait Aucune, non mais aucune, sinon elle l'aurait pas fait. Oui, d'accord. Parce que j'en ai vu 50 des filles pour faire le... D'accord, et pour ses Donc on voit tout de suite, non mais c'était une gamine formidable, hein, très très... Mais ça, c'est des films qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des regrets ou pas? Oui, j'ai des regrets. De ne pas être rentré dans l'armée, par exemple. Non, mais des regrets. Il faut faire la différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, professionnellement, c'est là sur l'autre, je ne vais pas vous répondre. Sur la vie professionnelle, ma carrière, ma trajectoire, etc., je peux dire que je n'ai pas de regrets, parce que je trouve que c'est une trajectoire assez intéressante. Et donc, quelque part, je suis assez fier. Je ne suis pas fier du tout des films que j'ai faits, mais je suis fier des risques que j'ai pris. C'est-à-dire que je ne me suis jamais installé dans un confort de metteur en scène à succès. Et à chaque fois, je me suis bien cassé la gueule. Derrière un succès, j'ai pris un bouillon terrible. Donc ça veut dire que j'ai pris des risques, toujours pour la même cause, c'est-à-dire l'invention d'histoires et de choses un peu originales. Et voilà, et que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et tenir 40 ans à ce rythme-là, je ne sais pas combien d'années ça fait, plus peut-être, mais tenir aussi longtemps comme ça, c'est formidable. Parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui s'installent, même des bons, hein, mais qui s'installent dans une espèce de confort intellectuel, un embourgeoisement de l'artiste qui est un truc bien connu. Donc voilà, est-ce que je suis heureux? Non, évidemment. On est toujours de mauvaise humeur, sinon on ne fait pas ce métier. C'est un métier de gens de mauvaise humeur. Les metteurs en scène sont toujours de mauvaise humeur. Hein. Enfin, les bons. Hein. Et je repose là-dessus, ça vous rend pas heureux justement de rendre heureux? Non, ça me rend heureux quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, ça me conforte dans ma mauvaise humeur. Mais, parce que quand ça marche, ça fait rendre heureux les gens. Oui, absolument. Bah, pas forcément. Hein. Ouais, c'est ça. En fait. Parce qu'un très gros succès, c'est pas forcément parce que les gens sont heureux. Par exemple, les Valseuses, qui a été un énorme succès, il y avait des gens qui sortaient en disant plus jamais j'irai voir ces films de ce mec. Il y a un effet scandale. Et puis d'autres où c'est des vrais succès, comme Trop belle pour toi, qui a très bien marché, ou on peut dire c'est du bonheur. Mais parce que. Non, voilà, je sais pas. Mais c'est du bonheur, oui, mais c'est un bonheur sur lequel on n'a pas le temps de s'étendre. Contrairement à certaines actrices. Mais c'est un bonheur tellement fugace. On a le bonheur pendant... Non, il y a un moment où il y a du bonheur, vraiment, c'est pendant le tournage. Un tournage, c'est une partie de récréation formidable, c'est des vacances. Même si on doit un peu se fatiguer, mais c'est des vacances. Alors que tout le reste, c'est quand même très ingrat, quoi. L'écriture, c'est très dur. Les finitions, la production, tout ça, c'est très dur. La sortie d'un film, c'est très dur. Le seul moment sympa, c'est le tournage où on se retrouve avec des copains. La plupart du temps, on s'entoure de gens qu'on aime, des acteurs qu'on aime, et on tourne des bêtises. Alors bon, ça, c'est... Oui, parce que vous aimez bien rire et vous aimez bien déconner quand On même. aime bien rire, on aime bien tout le monde. Dans le cinéma, c'est rare, les films, on ne rigole pas. Oui. Bonjour, donc c'était pour vous demander d'où ça vous est venu la blanquette. La blanquette? Ouais.
Quelle blanquette? Parce qu'il y en a plusieurs. Dans chacun de vos films, en fait. Il y a une blanquette? Il y a l'histoire du vin. C'est comme le béret, la baguette. C'est des archétypes de la culture française. On peut manger autre chose. Mais la blanquette, bon, il y a le pot-au-feu aussi, il y a des trucs. La blanquette, je crois que c'est quelque chose ça résume assez bien le pays dans lequel on vit, quoi. Le mot fait rire. Le mot est amusant, c'est très bon, la blanquette. La blanquette, ça fait rire. Et puis ça fait rire, et puis on n'en mange plus, quoi. Donc, moi, j'ai connu ça quand j'étais... Parce que je suis très âgé, donc j'ai connu la vraie blanquette. Voilà, bon, mais c'est des conneries, quoi. J'ai des petites signatures comme ça. Et souvent, là, les gens avec qui je travaille me disent, ma monteuse, parfois, elle me dit, fais gaffe, ça tu l'as fait dans tel film et tel film. On va le refaire là. C'est truc de dialogue, par exemple. C'est comme le coup de blanc, le coup de rouge. Oui, il y a aussi la répétition de la question. Est-ce que tu aimes la confiture? Quelle confiture? Il y a toujours un mec qui dit ça. Est-ce que vous voulez un coup de couteau? Quel couteau? C'est con, mais ça marche très bien avec les acteurs. C'est vrai que c'est une signature. Une signature. Je le sais, parce que quand je l'écris, je me dis, bon, allez, à mon âge, on peut se le permettre. Mais ça fait 30 ans que je me le permets. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez d'abord commencé à réaliser, puis ensuite à écrire. Je voulais savoir, à part comment vous avez démarré l'écriture, en fait. Comment ça a commencé qu'est-ce que vous C'est assez simple, c'est-à-dire qu'au début, j'ai voulu être metteur en scène de cinéma. Et je n'avais aucune envie d'être écrivain, d'être auteur, Je voulais faire des films. À une époque où le cinéma, c'était pas forcément la nouvelle vague, c'était un peu avant où, parfois, il y avait des metteurs en scène très fascinants comme Louis Malle, des gens comme ça, qui étaient un peu avant Truffaut, avant Godard. Et donc, Ascenseur pour l'échafaud, par exemple, quand c'est sorti, ça a été pour moi un truc formidable. Et donc, je voulais être metteur en scène. Et puis, j'ai essayé, j'ai fait un ou deux films. Puis je me suis aperçu que d'abord, c'était horriblement difficile d'en faire un troisième. Et puis ensuite, je me suis aperçu que j'étais de plus en plus seul. C'est-à-dire que les mecs qui travaillaient avec moi sur le scénario, ça faisait de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé tout seul, avec du papier, un stylo, et le chômage, donc, pendant longtemps. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à écrire, d'abord sous forme scénaristique, et puis un jour, j'ai écrit un scénario pour un metteur en scène dont j'avais été l'assistant et que j'aime beaucoup, qui est Georges Lautner. Je suis allé voir, et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas besoin d'une histoire pour ton prochain film? Il m'a dit si, mais il me la faudrait lundi. On était vendredi, parce qu'il cherchait désespérément une histoire. Et je lui ai dit, je viens te voir lundi, je vais faire un truc. Et je suis revenu le lundi avec 30 pages, et on a fait le film. Ça s'appelait Le Soleil, c'est une valse. C'est un film de Lautner avec Jean-Yann, Mireille d'Arc, etc. Et donc, c'est la première fois où j'ai gagné de l'argent à cause de mon stylo, quoi, en écrivant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, quoi. C'est vraiment un truc assez improbable, quoi. Ouais. J'ai gagné de l'argent parce qu'on écrit, c'est quand même pas évident. Et donc, après, la machine était lancée, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire un autre, etc. Et j'ai commencé à écrire un jour de mauvaise humeur. J'ai écrit les 20 premières pages des valseuses, enfin à la machine, comme ça, directement. Et je me suis arrêté, je suis allé marcher. Et je me suis dit, je relirai demain. Et le lendemain, j'ai relu, et puis je suis allé voir un copain, j'avais un copain très brillant sur le plan intellectuel. Et je lui ai lu ces 20 pages, et il m'a dit, il faut continuer. C'est tout. Et j'ai continué, et tous les mois, j'allais le voir, je lui lisais mes pages. Et il m'a encouragé, et j'ai écrit un an. Mais c'est sauvage, c'est-à-dire que c'était pas prémédité, c'était pas prévu, j'avais pas du tout l'ambition de ça, j'avais pas du tout l'impression d'être un auteur, rien du tout. Puis il se trouve que c'est venu. C'est venu et c'était très agréable. Et ensuite, il y a eu les éditeurs qui ont suivi, quoi.
Oui, parce que écrire, c'est quand même un travail, c'est un travail de solitude incroyable. Et le cinéma, c'est un travail quand même. Il y a un travail de solitude, mais ça n'a rien à voir. Donc on est vraiment dans deux opposés. Oui, quoi. mais bon, il y avait quelque part en moi quelque chose qui était caché, qui a dû attendre, disons que je passe la trentaine, pour sortir. Mais c'est, disons, le fruit de toute mon enfance aussi, de mes lectures, de ma culture intensive de romans américains. Tout ça fait que tout d'un coup c'est ressorti d'une manière. C'est quand même un road movie, les valseuses. C'est pas un hasard. Donc, et probablement tous les films que j'avais ingurgités également, entre 20 et 30, tout ça, ça a fait entre 18 et 30. Tout ça, c'est devenu un bouillon de culture intéressant. Enfin bon, et puis le livre, une fois qu'il a été dans les librairies, il s'est vendu. Et puis, c'est un peu un conte de fées. Et puis une fois que quand un livre se vend, les producteurs téléphonent et puis on fait le film. Vous écrivez en ce moment? Oui. Mais c'est plus difficile qu'avant maintenant, forcément. Parce que j'ai déjà fait pas mal de conneries, donc il faut trouver des nouvelles conneries. Surtout après le bruit des glaçons, c'était quand même un truc assez trapu quand même. Donc derrière, c'est difficile de. Ouais, c'était bien délirant quand même. Hein, c'était bien délirant. Bien délirant. Mais derrière, c'est difficile d'en faire un autre. Parce qu'il y a un côté testamentaire. Dans le bruit des glaçons, il y a quand même un côté testamentaire, on ne peut pas passer à côté. Et puis, on n'a pas forcément 40 films à faire. On en a fait 18, peut-être en faire un ou deux encore, mais bon, c'est pas la peine d'en faire 40, j'ai pas besoin. 20, c'est bien. Il a fixé, ça y est. Il a fixé à 20. À 20. Un ou deux, on a déjà 18. J'ai lu un article où vous disiez que maintenant il n'y avait plus de cinéma, que vous regardiez des films et que pour vous, ça valait pas le coup, c'était pas vraiment du cinéma, qu'il n'y avait plus de grands cinéastes tels que vous ou d'autres qu'il y a eu avant. Et ça vous donne pas encore plus envie de faire des choses pour... J'ai dit beaucoup de conneries dans le mais c'est quand même un peu vrai que je ne dis pas ça seulement pour le cinéma français. Je pense que le cinéma américain va plutôt plus mal que nous encore. C'est parce que quand j'ai commencé à faire du cinéma, par exemple quand j'ai fait Les Valseuses, j'étais dans un environnement cinématographique d'une richesse extraordinaire. Il y avait eu Orange Mécanique, il y avait eu La Grande Bouffe, il y avait eu Le Dernier Tango à Paris. Tous ces films-là, et j'en oublie. Donc, on se sentait petit et en même temps, on avait envie d'être grand, quoi. On avait envie d'aller sur ce terrain-là. Alors qu'aujourd'hui, quand on commence un film, on se dit pas... les grands génies du cinéma, ils sont plus là, quoi. Il y a beaucoup de prudence dans le cinéma français. Il y a de la prudence, ça ronronne, c'est très bourgeois, surtout du côté des intellos. Tout ça, c'est... Alors bon, il y a un Jacques Audiard, il y a des gens de grande qualité, hein. Mais bon, c'est pas très effervescent, quoi. Voilà. Et je pense qu'ailleurs, c'est pareil. En Italie, il n'y a plus rien. En Amérique, c'est pas brillant, hein, quand ils font le remake du remake. Il y a des bons metteurs en scène en Amérique, mais c'est pas comme avant. Parce que c'est un cinéma qui reposait beaucoup sur l'argent et que maintenant qu'ils en ont moins, ils n'ont pas le style et l'écriture, ils n'ont pas le talent d'écriture aussi. Ils ont encore de l'argent. Oui, mais je pense que le cinéma américain, il est mort un peu, enfin il va ressusciter, mais évidemment, mais il est mort un petit peu de la prise de pouvoir des grands groupes financiers à la suite des grands succès de Spielberg et tous ces gens. Parce que il y a eu un moment, le cinéma américain était un cinéma de grands producteurs, hein, qui avait tout pouvoir, et après il y a eu la prise de pouvoir par les metteurs en scène comme Coppola, surtout Spielberg, Lucas. Ces gens-là qui ont pris le pouvoir. Et derrière, des groupes importants, japonais ou autres,
qui se sont dit on va faire mieux que les Dents de la Mer. On va essayer de faire mieux. Bon. Et finalement, c'est un écroulement, quoi. Alors bon, il y a encore des metteurs en scène sérieux. Il y a James Gray, il y a des gens comme ça, mais ils ne sont pas très nombreux, quoi. Voilà. Et le cinéma français d'aujourd'hui que vous aimez plus que d'autres, pour pas faire de... Je vais pas beaucoup, je vois pas Audiard, beaucoup. bien sûr. Oui, je vois pas beaucoup les films français. Je les vois en fin d'année parce que je reçois le carton pour les Césars, pour les votes. Alors là, 80 films, bon, c'est formidable. Il y a des trucs formidables, mais c'est peinard quand même. C'est très, c'est un peu comme le reste, hein. C'est peinard. C'est plus triste. Ouais, il y a moins de films drôles. Il y a beaucoup de comédies. Tout le monde veut faire des comédies, mais les comédies, bon, alors il y a des trucs sympas. Bon, moi, je me suis beaucoup marré à regarder Intouchable. Hein. Je l'ai vu en me disant que je n'allais pas aimer. Et puis au bout de 5 minutes, j'étais par terre quand même. Parce que, bon, on va dire, c'est quand même... Mais bon, voilà, c'est pas... On fait que des comédies quand même. La plupart du temps, à part Jacques Audiard qui fait que des films dramatiques. Des films dramatiques. Oui, puis il y a quelques aventuriers comme Genet ou... Genet, c'est un metteur en scène fantastique. Mais il est tellement sur le bord, il est tellement sur le côté, dans un monde idyllique et très fort. Mais il est presque un peu en dehors, c'est-à-dire qu'il est tellement à la marge qu'on se demande même si c'est du cinéma. Bon, on se demande, c'est... Voilà. Mais ça en est, évidemment. Et qu'est-ce qui, selon vous avez rencontré beaucoup d'acteurs dans votre carrière, qu'est-ce qui caractérise justement un acteur, selon vous? À quel point de vue? Dans le travail. Sexuellement? Qu'est-ce qui fait qu'un acteur, plus qu'un autre, va habiter un personnage, va transparaître à l'écran plus que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'un acteur a plus la flamme qu'un autre, si on peut le faire comme ça? Je crois que c'est très difficile de parler des acteurs parce que l'acteur tout seul, il n'existe pas. L'acteur, il existe avec un metteur en scène. Ou au théâtre aussi, avec un metteur en scène, avec un auteur. C'est pas très différent, le cinéma et le théâtre. Mais au cinéma, un acteur, il a besoin d'être regardé. Et d'être bien regardé. La mise en scène, c'est ça, c'est savoir regarder les gens et les choses, particulièrement les gens, les acteurs. Donc, il n'y a aucune règle. On peut dire qu'il y a 2 catégories d'acteurs, il y a les très mauvais et les très bons, et les bons, quoi. Donc, en général, on prend les bons. C'est rare de trouver des metteurs en scène qui disent « donnez-moi que des mauvais ». Ou alors, c'est que... Alors, il y a un projet fabuleux, mais bon, on prend des bons. Alors c'est facile de savoir qu'un tel est bon, on voit bien qui est bon. On voit des gens parce qu'ils sont connus, mais aussi parce qu'on en voit à la télévision des nouveaux qu'on ne connaît pas et qui sont formidables. Donc, puisque maintenant c'est beaucoup à la télévision que ça se passe. Contrairement à ce qui se passait dans le temps où un acteur qui tournait à la télévision, il était grillé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que c'est à la télévision qu'on fait les trucs intéressants, c'est pas au cinéma. En gros, hein, je schématise. Donc, c'est difficile de dire ce que c'est qu'un acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui dit « je veux être acteur » d'abord, qui a envie de jouer. C'est ça. Par exemple, Arditi est la quintessence de l'acteur. C'est-à-dire qu'il adore son métier, il adore jouer, donc il joue formidablement bien et il est toujours très bon. Mais on ne peut pas lui dire « ne joue pas ». Ça serait idiot, quoi. Mais... Donc il y a cette volonté d'être acteur, et puis il y a le physique aussi, dont je viens de parler, qui est la grande injustice de ce métier, c'est qu'il faut avoir un physique. Alors n'importe quel physique, mais il faut être reconnaissable, c'est-à-dire qu'il faut avoir une identité à l'image. Au théâtre, c'est moins important. Mais à l'image, il y a évidemment des gens qui sont faits pour être filmés et d'autres pas. Il me semble que... il y a des gens qui ont des gueules à faire du cinéma et d'autres pas. Je le sais parce que je l'ai vécu quand j'ai fait Hitler connaît pas, qui était mon premier film de jeunesse. Je cherchais des jeunes dans tous les milieux les plus différents.
Et j'ai été amené à aller dans des cours d'école, dans des cours de foyer d'éducation, des choses comme ça, où j'allais avec mon assistant et où on était confronté à 100, 150 gamins, et on venait en chercher un. Alors je me mettais au milieu de la cour, je regardais, on bavardait, puis on faisait semblant de ne pas regarder, mais on regardait les mômes, et il y en avait toujours un qui sortait, mais comme ça, sans caméra, sans rien. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être mon œil, j'avais un œil de metteur en scène, mais c'est ça le métier de metteur en scène, c'est aller pouvoir trouver dans la rue, ou dans des rassemblements comme ça, des gens qui sortent. Ça se voit quand on voit des plans, des documentaires à la télévision, des reportages. Vous faites un plan sur 80 personnes, il y en a un qu'on voit. Bon, parce qu'il a le point sur lui aussi, c'est souvent, mais quand même, il y a des visages qui sortent. Donc c'est ça la grande injustice de ce métier, c'est que des gens dont on pourrait dire au départ, il n'a vraiment pas la gueule pour être acteur. Alors on aurait pu le dire de Michel Lonsdal, qui est un acteur formidable. Donc, on peut le dire de certains acteurs. On aurait pu le dire de Michel Serrault. Quand Michel Serrault était jeune, il avait un physique tout à fait ordinaire, mais il jouait d'une façon extraordinaire. Je l'ai revu il y a quelques jours dans Les Diaboliques de Clouzot, très vieux film, où Michel avait un petit rôle, il faisait un prof qui part en vacances. Il devait avoir 25 ans, j'imagine. Il avait déjà il avait un physique inintéressant, mais il était déjà génial, en façon de jouer les crétins. Serrault, il avait trouvé un truc formidable. À chaque fois qu'on lui parlait sur scène, il est là, il y a un mec qui lui parle, et pour écouter, il faisait ça. Il se penchait en avant. Donc c'était un coup de génie, quoi, parce qu'il ridiculisait l'autre qui parlait, et il se ridiculisait lui-même en même temps. Et c'est ça, il l'a fait d'abord au théâtre, et puis avec Poiret et tout ça. Donc, mais il avait quand même, il était anonyme, mais il avait un physique d'acteur, un comportement d'acteur. Donc ça passe par des... Parfois le talent se manifeste pas du tout d'une manière systématique. Il y a du talent à droite, à gauche, souterrain, extériorisé, intériorisé. Voilà. Donc c'est beaucoup une question de rencontre. Mais il y a quand même un problème et de physique et de talent. Les deux sont nécessaires et indispensables pour envisager une carrière d'acteur. Physique, on ne parle pas de beauté. Non, pas de beauté. Non, bien sûr, non. En Colina, il a un physique, par exemple. Il n'est pas beau. Sinon, on le saurait. C'est des gens comme ça, voilà. Michel Blanc, on ne peut pas dire que ce soit... Mais dès les débuts au Splendide, il était formidable. Il a toujours fait rire tout le monde. Et il faisait rire parce qu'il était laid. Oui. Est-ce que vous arriverez à vous arrêter ? Oh oui. Oui, mais j'ai d'autres métiers, donc je peux faire autre chose. Je n'envisage pas de m'arrêter de travailler. Mais faire des films, je l'envisage, oui. Vos métiers sont en rapport avec le cinéma ? Je peux écrire des bouquins et je peux faire des pièces pour le théâtre. Donc ça fait quand même des activités. Et surtout le théâtre, c'est formidable parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est formidable. C'est une découverte, je donne d'un seul coup, de se mettre à écrire en pensant au théâtre. Non, c'est pas une découverte parce qu'on me l'a demandé tout de suite quand les valseuses, quand le film est sorti. Il y a des mecs qui m'ont demandé des pièces. Des acteurs, des directeurs de théâtre, etc. Et mon père aussi, beaucoup. Et donc, je ne l'ai pas fait, j'ai attendu très longtemps avant d'écrire ma première pièce qui était Les Côtelettes. Pour des raisons mystérieuses que j'ai du mal un peu à élucider, et qui tiennent au fait, je crois que c'est à cause de mon père. C'est-à-dire que mon père me tétanisait, pas pour le cinéma du tout, mais pour le théâtre. Ah oui. C'est-à-dire que, d'abord, je me disais, si j'écris une pièce, il faut que ça soit pour lui. Sinon, il va me faire la gueule. Donc, ça m'a paralysé. Et quand il est parti, quand il nous a quittés, j'ai écrit Les Côtelettes. C'est pas un hasard. Voilà. Et là, il y en a d'autres. Non, j'ai pas. Enfin, oui, je peux écrire des pièces, mais bon, j'ai pas le temps parce que, comme j'écris pour le cinéma, ça me bouffe toutes mes activités.
Donc on ne peut pas être... Ça prend plus de temps d'écrire pour le théâtre que pour d'écrire Non, le théâtre prend moins de temps. Ah, ça prend moins de temps à l'écriture. Ça prend 0 temps. Ouais. Ça prend très peu de temps, le théâtre. Parce qu'on peut écrire n'importe quoi. Donc il y a une impunité absolue, quoi. Alors qu'au cinéma, on peut écrire n'importe quoi. Mais après, ça coûte des milliards. Alors que le théâtre, bon, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'après un échec, on fait plus attention qu'après un succès, mais bon. C'est jamais que 5 personnages sur une scène avec une toile peinte. Ou un canapé. Non, désolé pour la moquette, c'était pas une toile. Non, on avait fait un décor de subventionné. Il y avait du moyen. C'était du privé, mais on avait fait du subventionné. Vous écrivez en ce moment? Oui, mais c'est plus difficile qu'avant maintenant, plus forcément. Parce que j'ai déjà fait pas mal de conneries, donc il faut trouver des nouvelles conneries. Surtout après le bruit des glaçons, c'était quand même un truc assez trapu quand même. Donc derrière, c'est difficile de... Ouais, c'était bien délirant quand même. Hein? C'était bien délirant quand bien même. Délirant. Mais derrière, c'est difficile d'en faire un autre. Parce qu'il y a un côté testamentaire. Dans le bruit des glaçons, il y a quand même un côté testamentaire. On ne peut pas passer à côté. Et puis, on n'a pas forcément 40 films à faire. On en a fait 18. Peut-être en faire un ou deux encore, mais bon, c'est pas la peine d'en faire 40, j'ai pas besoin. 20, c'est bien. Il a fixé, hein, ça y est. Hein? Il a fixé à 20. À 20. Un ou deux. On a déjà 18. J'ai lu un article où vous disiez que maintenant il n'y avait plus de cinéma, que vous regardiez des films et que pour vous, ça n'avait pas le coup, c'était pas vraiment du cinéma, qu'il n'y avait plus de grands cinéastes tels que vous ou d'autres qu'il y a eu avant. Et ça vous donne pas encore plus envie de faire des choses pour... J'ai dit beaucoup de conneries dans le mais c'est quand même un peu vrai que je ne dis pas ça seulement pour le cinéma français. Je pense que le cinéma américain va plutôt plus mal que nous encore. C'est parce que quand j'ai commencé à faire du cinéma, par exemple quand j'ai fait Les Valseuses, j'étais dans un environnement cinématographique, il y a une richesse extraordinaire. Il y avait eu Orange Mécanique, il y avait eu La Grande Bouffe, il y avait eu Le Dernier Tango à Paris. Tous ces films-là, et j'en oublie. Donc, on se sentait petit et en même temps, on avait envie d'être grand, quoi. On avait envie d'aller sur ce terrain-là. Alors qu'aujourd'hui, quand on commence un film, on se dit pas... les grands génies du cinéma, ils sont plus là, quoi. Il y a beaucoup de prudence dans le cinéma français. Il y a de la prudence, ça ronronne, c'est très bourgeois, surtout du côté des intellos. Tout ça, c'est... Alors bon, il y a un Jacques Audiard, il y a des gens de grande qualité, hein. Mais bon, c'est pas très effervescent, quoi. Voilà. Et je pense qu'ailleurs, c'est pareil. En Italie, il n'y a plus rien. En Amérique, c'est pas brillant, hein, quand ils font le remake du remake. Il y a des bons metteurs en scène en Amérique, mais c'est pas comme avant. Parce que c'est un cinéma qui reposait beaucoup sur l'argent et que maintenant qu'ils en ont moins, ils n'ont pas le style et l'écriture, ils n'ont pas le talent d'écriture. Ils ont encore de l'argent. Oui, mais je pense que le cinéma américain, il est mort un peu, enfin il va ressusciter, mais évidemment, mais il est mort un petit peu de la prise de pouvoir des grands groupes financiers à la suite des grands succès de Spielberg et tous ces gens. Parce que il y a eu un moment, le cinéma américain était un cinéma de grands producteurs, hein, qui avaient tout pouvoir, et après il y a eu la prise de pouvoir par les metteurs en scène comme Coppola, surtout Spielberg, Lucas. Ces gens-là qui ont pris le pouvoir. Et derrière, des groupes importants, japonais ou autres, qui se sont dit on va faire mieux que Les Dents de la Mer. On va essayer de faire mieux. Bon. Et finalement, c'est un écroulement, quoi. Alors bon, il y a encore des metteurs en scène sérieux. Il y a James Gray, il y a des gens comme ça, mais ils ne sont pas très nombreux, quoi. Voilà. Et le cinéma français d'aujourd'hui que vous aimez plus que d'autres, pour pas faire de... Je vois pas beaucoup. Audiard, bien sûr. Oui, Jacques.
Je vois pas beaucoup les films français. Je les vois en fin d'année parce que je reçois le carton pour les Césars, pour les votes. Alors là, 80 films, bon, c'est formidable. Il y a des trucs formidables, mais c'est peinard quand même. C'est très, c'est un peu comme le reste. Hein. C'est peinard. C'est plus triste. Ouais, il y a moins de films drôles. Il y a beaucoup de comédies. Tout le monde veut faire des comédies, mais les comédies, bon, alors il y a des trucs sympas. Bon, moi, je me suis beaucoup marré à regarder Intouchable. Hein. Je l'ai vu en me disant que je n'allais pas aimer. Et puis au bout de 5 minutes, j'étais par terre quand même. Parce que, bon, on doit dire, c'est quand même. Mais bon, voilà, c'est pas. On fait que des comédies quand même. La plupart du temps, à part Jacques Audiard qui fait que des films dramatiques. Des films dramatiques. Oui, puis il y a quelques vous aventuriers comme Genet ou. Genet, c'est un metteur en scène fantastique. Mais il est tellement sur le bord, il est tellement sur le côté, dans un monde idyllique et très fort. Mais il est presque un peu en dehors, c'est-à-dire qu'il est tellement à la marge qu'on se demande même si c'est du cinéma. Bon, on se demande, hein, c'est. Voilà. Mais ça en est, évidemment. Et qu'est-ce qui, selon vous avez rencontré beaucoup d'acteurs dans votre carrière, qu'est-ce qui caractérise justement un acteur, selon vous? À quel point de vue? Dans le travail, sexuellement? Qu'est-ce qui fait qu'un acteur, plus qu'un autre, va habiter un personnage, va transparaître à l'écran plus que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'un acteur a plus la flamme qu'un autre, si on peut dire ça comme ça? Je crois que c'est très difficile de parler des acteurs parce que l'acteur tout seul, il n'existe pas. L'acteur, il existe avec un metteur en scène. Ou au théâtre aussi, avec un metteur en scène, avec un auteur. C'est pas très différent, le cinéma et le théâtre. Mais au cinéma, un acteur, il a besoin d'être regardé. Et d'être bien regardé. La mise en scène, c'est ça, c'est savoir regarder les gens et les choses, et particulièrement les gens, les acteurs. Donc, il n'y a aucune règle. On peut dire qu'il y a 2 catégories d'acteurs, il y a les très mauvais et les très bons, et les bons, quoi. Donc, en général, on prend les bons. C'est rare de trouver des metteurs en scène qui disent « donnez-moi que des mauvais ». Ou alors, c'est que... Alors, il y a un projet fabuleux, mais bon, on prend des bons. Alors c'est facile de savoir qu'un tel est bon, on voit bien qui est bon. On voit des gens parce qu'ils sont connus, mais aussi parce qu'on en voit à la télévision des nouveaux qu'on ne connaît pas et qui sont formidables. Donc, parce que maintenant, c'est beaucoup à la télévision que ça se passe. Contrairement à ce qui se passait dans le temps où un acteur qui tournait à la télévision, il était grillé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que c'est à la télévision qu'on fait les trucs intéressants, c'est pas au cinéma. En gros, hein, je schématise. Donc, c'est difficile de dire ce que c'est qu'un acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui dit « je veux être acteur » d'abord, qui a envie de jouer. C'est ça. Par exemple, Arditi est la quintessence de l'acteur. C'est-à-dire qu'il adore son métier, il adore jouer, donc il joue formidablement bien et il est toujours très bon. Mais on ne peut pas lui dire « ne joue pas ». Ça serait idiot, quoi. Mais, donc il y a cette volonté d'être acteur, et puis il y a le physique aussi, dont je viens de parler, qui est la grande injustice de ce métier, c'est qu'il faut avoir un physique. Alors n'importe quel physique, mais il faut être reconnaissable, c'est-à-dire qu'il faut avoir une identité à l'image. Au théâtre, c'est moins important. Mais à l'image, il y a évidemment des gens qui sont faits pour être filmés et d'autres pas. Il me semble que il y a des gens qui ont des gueules à faire du cinéma et d'autres pas. Je le sais parce que je l'ai vécu quand j'ai fait Hitler connaît pas, qui était mon premier film de jeunesse. Je cherchais des jeunes dans tous les milieux les plus différents. Et j'ai été amené à aller dans des cours d'école, dans des cours de foyer d'éducation, des choses comme ça, où j'allais avec mon assistant et où on était confronté à 100, 150 gamins, et on venait en chercher un. Alors je me mettais au milieu de la cour, je regardais, on bavardait, puis on faisait semblant de ne pas regarder, mais on regardait les mômes, et il y en avait toujours un qui sortait, mais comme ça, sans caméra, sans rien.
Pourquoi ? Parce que c'est peut-être mon œil, j'avais un œil de metteur en scène, mais c'est ça le métier de metteur en scène, c'est aller pouvoir trouver dans la rue, ou dans des rassemblements comme ça, des gens qui sortent. Ça se voit quand on voit des plans, des documentaires à la télévision, des reportages. Vous faites un plan sur 80 personnes, il y en a un qu'on voit. Bon, parce qu'il a le point sur lui aussi, c'est souvent, mais quand même, il y a des visages qui sortent. Donc c'est ça la grande injustice de ce métier, c'est que des gens dont on pourrait dire au départ, il n'a vraiment pas la gueule pour être acteur. Alors on aurait pu le dire de Michel Lonsdal, qui est un acteur formidable. Donc, on peut le dire de certains acteurs. On aurait pu le dire de Michel Serrault. Quand Michel Serrault était jeune, il avait un physique tout à fait ordinaire, mais il jouait d'une façon extraordinaire. Je l'ai revu il y a quelques jours dans Les Diaboliques de Clouzot, très vieux film, où Michel avait un petit rôle, il faisait un prof qui part en vacances. Il devait avoir 25 ans, j'imagine. Il avait déjà... Il avait un physique inintéressant, mais il était déjà génial. Une façon de jouer les crétins. Serrault, il avait trouvé un truc formidable. À chaque fois qu'on lui parlait sur scène, il est là, il y a un mec qui lui parle, et pour écouter, il faisait ça. Il se penchait en avant. Donc c'était un coup de génie, quoi, parce qu'il ridiculisait l'autre qui parlait, et il se ridiculisait lui-même en même temps. Et il faisait ça, il l'a fait d'abord au théâtre, et puis avec Poiret et tout ça. Donc, mais il avait quand même, il était anonyme, mais il avait un physique d'acteur, un comportement d'acteur. Donc ça passe par parfois le talent se manifeste pas du tout d'une manière systématique. Il y a du talent à droite, à gauche, souterrain, extériorisé, intériorisé. Donc, voilà. Donc c'est beaucoup une question de rencontre, mais il y a quand même un problème et de physique et de talent. Les deux sont nécessaires et indispensables pour envisager une carrière d'acteur. Physique, on ne parle pas de beauté. Non, pas de beauté, non, bien sûr. Non. D'accord. En Colina, il a un physique, par exemple. Il n'est pas beau. Sinon, on le saurait s'il était beau. C'est des gens comme ça, voilà. Michel Blanc, on ne peut pas dire que ce soit... Mais dès les débuts au Splendide, il était formidable. Il a toujours fait rire tout le monde. Et il faisait rire parce qu'il était laid. Oui. Est-ce que vous arriverez à vous arrêter ? Oh oui. Oui, mais j'ai d'autres métiers, donc je peux faire autre chose. Je n'envisage pas de m'arrêter de travailler. Mais de faire des films, je l'envisage, oui. Vos pièces en rapport avec le cinéma ? Je peux écrire des bouquins et je peux faire des pièces pour le théâtre. Donc ça fait quand même des activités. Et surtout le théâtre, c'est formidable parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est formidable. C'est une découverte, je donne d'un seul coup, de se mettre à écrire en pensant théâtre. Non, c'est pas une découverte parce qu'on me l'a demandé tout de suite quand Les Valseuses, quand le film est sorti. Il y a des mecs qui m'ont demandé des pièces. Des acteurs, des directeurs de théâtre, etc. Et mon père aussi, beaucoup. Et donc, je ne l'ai pas fait, j'ai attendu très longtemps avant d'écrire ma première pièce qui était Les Côtelettes. Et pour des raisons mystérieuses que j'ai du mal un peu à élucider, et qui tiennent au fait, je crois que c'est à cause de mon père. C'est-à-dire que mon père me tétanisait, pas pour le cinéma du tout, mais pour le théâtre. Ah oui. C'est-à-dire que, d'abord, je me disais, si j'écris une pièce, il faut que ça soit pour lui. Sinon, il va me faire la gueule. Donc, ça m'a paralysé. Et quand il est parti, quand il nous a quittés, j'ai écrit Les Côtelettes. C'est pas un hasard. Oui. Voilà. Et là, il y en a d'autres. Non, j'ai pas. Enfin, oui, je peux écrire des pièces, mais bon, j'ai pas le temps parce que, comme j'écris pour le cinéma, ça me bouffe toutes mes activités. Alors qu'on peut pas être. Ça prend plus de temps d'écrire pour le théâtre que pour d'écrire Non, le théâtre prend moins de temps. Ah, ça prend moins de temps à l'écriture. Ça prend 0 temps. Ouais. Ça prend très peu de temps, le théâtre. Parce qu'on peut écrire n'importe quoi. Donc il y a une impunité absolue. Alors qu'au cinéma, on peut écrire n'importe quoi. Mais après, ça coûte des milliards. Alors que le théâtre, bon, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'après un échec, on fait plus attention qu'après un succès. Mais bon.
c'est jamais que 5 personnages sur une scène avec une toile peinte ou un canapé. Enfin, non, désolé pour la moquette, c'était pas une toile. Non, on avait fait un décor de subventionné. Il y avait du moyen. C'était du privé, mais on avait fait du subventionné. Bonjour, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le cinéma français d'aujourd'hui vous plaît plus autant qu'avant, mais c'est quoi votre époque préférée du cinéma français? C'est l'époque de mes 20 ans, c'est l'époque où, quand j'ai découvert... Vous savez, il y a eu un moment quand même où on a pris dans la gueule, en même temps, ou quasiment à 6 mois de temps, Hiroshima, mon amour, À bout de souffle, et le premier Truffaut, Les 400 coups. Tout ça, je ne sais pas dans quel ordre, mais en gros sur un an, quoi. Avant, il y avait eu plein d'autres trucs, évidemment, mais... Donc c'était une période où le cinéma était extrêmement vivant, agressif, nouveau. Il y avait les jeunes qui voulaient faire déboulonner les vieux, il y avait tout ce côté-là, et puis bon... C'était assez passionnant, et puis il y avait une sensation que le cinéma était un moyen d'expression à la portée de tout le monde, qu'on pouvait le faire. Ce qui était une sensation fausse, d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été à la portée de tout le monde, et ça ne l'est toujours pas. Et aujourd'hui, on fait plutôt plus facilement des films, à mon avis, qu'à l'époque de Truffaut, Chabrol et Godard. Parce que dans des financements plus tordus, la France est le seul pays du monde où on est arrivé à maîtriser, en gros, un peu le financement des films. Parce qu'on est très vicieux. Et le fait que maintenant, les jeunes s'initient à l'image par la vidéo, l'Internet... Oui. On peut faire un film aujourd'hui... avec un iPhone. À 3 copains avec un téléphone. Ouais. Ça, j'exagère. Avec un... Oui, il faut, oui. L'appareil photo. Oui, appareil photo. C'est le cas de La guerre est déclarée, par exemple. Ils l'ont fait comme ça. Et quel regard vous posez par rapport à cette Ça, c'était bien, ça. Cette méthode de avec travail un 5D, hein, avec un 5D, ça. Oui. Mais le fait qu'il l'approche comme ça, ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est une nouvelle vague ou... Non, mais ça me fait marrer parce que je me dis, si jamais je suis vraiment dans la merde, je ferai un film comme ça, quoi. J'ai assez de copains qui viendront des jours. J'ai un appareil photo. On en prend une caméra comme a fait Cavalier. Cavalier, il tourne comme ça. C'est formidable. Par exemple, Pater, j'ai aimé beaucoup. Mais bon, on est à la marge. C'est le genre de film qui est fait pour très peu de gens, quand même. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'appelle mes copains, j'ai un caméra, 2-3 copains, 2-3 techniciens, des acteurs. Depardieu vient faire un assassin pendant 2 jours. Il y a tout le monde qui vient. Et on paye personne. Vous ne le feriez pas pour le fun, juste pour voir? Pour le fun. Non, mais pas en ce moment, puisque je peux en faire des gros encore. Bien sûr. Mais justement, dans la période où vous pouvez en faire des gros? Non, parce que ça donnerait des mauvaises habitudes. Oui, d'accord, ok. Je ne vais pas donner l'exemple. Si moi je fais un film pour rien, alors à ce moment-là, quoi ça sert d'avoir fait cette carrière? Moi, c'est une question surtout par rapport à l'écriture du scénario. Quand vous réfléchissez à une nouvelle histoire, vous commencez tout d'abord à travailler par rapport à un certain personnage, enfin vous commencez à construire un certain personnage, ou alors déjà une situation, ou alors est-ce que ce sont les acteurs qui vivent dans vos films qui vous inspirent pour Il n'y a pas de réponse. Il ne peut pas y avoir de réponse parce qu'à chaque fois c'est différent. Donc parfois c'est une situation, parfois c'est un acteur, parfois c'est un personnage ou un couple. Par exemple, Trop belle pour toi, c'est un film dont j'ai eu l'histoire en 5 minutes. Donc un matin, je me suis réveillé en me disant tiens, je vais faire ça. Alors j'ai téléphoné aux acteurs. D'abord j'ai appelé Carole, ok. Non, d'abord j'ai appelé Josiane. Non, je crois que j'ai commencé par Josiane. Parce que c'était elle qui était quand même en difficulté. Donc j'ai appelé Josiane, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien faire une fille moche qui pique Gérard à Carole Bouquet? Elle m'a dit, arrête, c'est trop bon, je vais te faire J'ai raccroché, j'ai appelé Carole Bouquet, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire une femme très belle qui se fait piquer son mec par Josiane Balasco? Elle m'a dit, évidemment, c'est trop bon. Et après, j'ai appelé Gérard, je lui ai dit, on tourne tel jour à telle heure, c'est tout, je vais pas raconter. Mais l'histoire, elle est simple. C'est une ligne.
Mais vous n'aviez pas écrit le scénario alors? Non, je l'ai écrit après. Pour eux, je l'ai écrit. Sinon, j'aurais pas pu écrire si je n'avais pas été sûr d'avoir ces trois. Surtout les deux femmes, parce que c'est vraiment c'est un couple extraordinaire. Balasco Bouquet, c'est... Bonjour. Bonjour. J'avais une question qui était plus en rapport avec la mise en scène. Oui. Il y a quelque chose qui traverse parfois des figures comme des travelling, des plans, de l'atmosphère qui traversent un peu vos films. Comment vous réfléchissez à la mise en scène et à la mise Comment en quoi image? Comment est-ce que vous réfléchissez à ça? Réfléchis pas. Définissez des plans. Au dernier moment. Le propre d'un metteur en scène débutant, c'est de tout préparer à mort, de tout dessiner, d'avoir des croquis, tout ça. Et plus on avance dans le métier, plus on se débarrasse de ça et on essaye d'arriver tout nu, quoi, avec rien, pas d'idée. Ah, le scénario, les acteurs, tout est prêt, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on répète, un quart d'heure, et puis là on a une idée, on dit tiens on va faire un plan comme ça. Mais c'est au dernier moment. Sauf dans des cas où il y a de la technologie sophistiquée à mettre en place, mais ce qui n'est pas beaucoup le cas dans mes films. Les acteurs définissent un petit peu la mise en place Les acteurs, ce qui est agréable, je trouve, ça dépend dans quel film, mais les films que je tourne, c'est souvent des relations entre des gens, disons des structures de comédie quand même, la plupart du temps. Donc, ce qui est agréable, c'est de laisser une grande marge de spontanéité aux acteurs, de les regarder au début de journée, de voir comment, si on tourne une scène, on va prendre la journée pour la tourner par exemple, répéter la scène comme au théâtre et voir ce qui se passe. Sans aucune idée préconçue de plan, de mise en scène, de rien du tout. Et ensuite, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a un truc qui se passe qui fait qu'on se dit, tiens, on va s'appuyer sur lui, démarrer, faire ça. On va faire 15 plans, 2 plans, 1 plan, je sais pas. Et c'est souvent au dernier moment qu'on a les meilleures idées. Et les idées les plus folles. Parce que sinon, si on prépare d'une manière rationnelle. Alors on se dit plan large, plan serré, on se retourne, alors que au dernier moment, on a l'idée de faire un plan séquence, de faire des choses... il me semble. Enfin, c'est tout ce que j'ai appris. On n'apprend pas grand-chose à faire des films. On apprend, disons, une espèce de santé du cinéma, une espèce d'hygiène, une espèce de façon d'être, avec les acteurs, évidemment, et avec la caméra, avec tout ça. La caméra, c'est pas rien non plus. Il faut... Bon. Il n'y a aucune règle. Ce qui est important, c'est d'écrire. Quand on écrit soi-même les films, c'est plus facile parce qu'on a déjà le sentiment de quelque chose. Quand on écrit, moi j'écris un scénario en ce moment, je ne pense pas vraiment à la mise en scène, mais je sais que ça ne sera pas comme ça, par exemple. Je sais que ça ne sera pas comme tel. Ça ne se passe jamais comme on l'imagine. Je sais un peu où je ne veux pas aller. Et je sais un peu où je veux aller. Après, quand je préparerai le film, j'essaierai d'avoir une vision de metteur en scène. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en avoir. J'écris mon histoire, il y a quelques images qui viennent, qui se mettent en place. Voilà. Vous savez pour qui vous écrivez déjà? Oui. François Fillon, Jean-François Copé, comme ça. Bon tandem. Tout à l'heure, vous parliez d'un cinéma aseptisé aujourd'hui, un peu, par rapport à celui peut-être des années 70. Est-ce que le jeu, parce que vous avez un rapport aux acteurs, que c'est un avis personnel, qui est assez, non pas inédit, mais assez exceptionnel. On sent un attachement, une affection, un truc que d'autres metteurs en scène n'ont pas forcément, sans doute parce que votre père est acteur aussi. Est-ce que le fait que le cinéma souffre d'un côté très aseptisé comme ça, qui n'exprime plus grand-chose, atteint le jeu des acteurs? Est-ce que le jeu des acteurs n'est pas devenu tout aussi subversif que le contenu? Non, je pense qu'il n'y a pas. Les acteurs sont à l'abri de ça, parce que les acteurs, ils sont... comment dire... ils sont toujours formidables. Par exemple, je viens de faire un film avec Dujardin et Dupontel.
sont pas du tout différents de Pardieu de Verre. C'est des mecs nouveaux, c'est une autre génération. Mais, par exemple, Dupontel, pour citer que lui, qui est incontournable, on peut discuter un petit peu plus de Jean Dujardin, mais Dupontel, c'est un mec, il est canon, quoi. C'est un acteur canon, c'est un TGV. Donc, il aurait pu faire des films avec Marcel Carné, avec Truffaut, avec n'importe qui, avec Kubrick, tourne avec n'importe qui, c'est une bête. Donc, il a un texte à dire, il arrive, il dit son texte, coupé, une prise, et c'est bon. C'est formidable aussi. C'est formidable. Il est comme Denner, il est de la race des Charles Denner, de ces gens-là. Voilà. Donc, et Dujardin, j'aime beaucoup, moi, Jean. C'est un acteur, c'est un séducteur, alors c'est plus compliqué, mais il est merveilleux. Donc, ces gens-là, moi, j'ai pris un plaisir à tourner avec eux. En plus, il y avait un Alvaro, on parle toujours qu'il n'y a pas de femme dans mes films, mais c'est peut-être mon plus beau personnage de femme. C'est un Alvaro dans Le bruit des glaçons. Et c'était un bonheur et tous les trois jouaient différemment et je les dirigeais chacun différemment. Je faisais un film différent avec chacun d'entre eux. Mais ça se projette. Pour revenir justement aux femmes et notamment aussi. Vous n'avez pas fait du cinéma parce que votre père était dans le cinéma, puisque votre soeur s'intéressait à quelque chose, mais alors, vous n'avez pas dit qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Non, mais il y a quand même, j'ai pas tout dit, il y a quand même eu dans mon enfance une ou deux rencontres décisives qui ont fait que j'ai voulu faire du cinéma. Donc, je suis quand même né dans le bouillon, dans le bouillon du spectacle, hein, théâtre, cinéma, etc. Bon, même si j'étais protégé, et si j'y allais pas beaucoup, j'en avais quand même des retours tous les jours. Et donc, entre autres, quand j'étais à l'école, enfin quand j'étais encore très jeune, je rentrais de l'école et mon père me disait dépêche-toi de goûter parce qu'on a du boulot. Et le boulot, il fallait que je fasse répéter sa pièce. Donc, je lui faisais répéter tous les trucs, tous les jours. Souvent, quoi. Pas le cinéma. Le cinéma, c'était pas nécessaire. Mais le théâtre, il en a fait beaucoup. Toutes les pièces, alors je faisais la femme, je faisais l'amant, je faisais le curé, je faisais la concierge, et lui, il jouait son rôle. Il marchait comme ça, puis moi, j'étais assis à son bureau. Et donc ça, c'est un apprentissage aussi important. Et puis ensuite, j'ai rencontré des gens, entre autres, j'ai rencontré Henri-Georges Clouzot, des gens comme ça, qui tout d'un coup, vers 15-16 ans, ont déclenché quelque chose où je me suis dit, mais il y a un métier formidable dans le cinéma dont j'avais jamais entendu parler, c'est réalisateur. Parce qu'avant, on ne parlait pas des réalisateurs. C'était avant la nouvelle vague. Hein. On a commencé à parler des réalisateurs avec Truffaut et Godard. Avant, on s'en foutait. On voyait des films avec les acteurs, on disait j'ai vu le dernier film de Fernandel, j'ai vu le Bourvil, j'ai vu le Yves Montand-Signoret, mais on ne disait pas un film de Claude Autant-Lara, il y a le nouveau Autant-Lara qui sort, on s'en foutait. Même Clouzot un peu était quand même assez star. Mais... Alors qu'après, donc moi j'ai choisi ce métier avant que ça devienne un truc, un must, quoi. Anne-Sophie? Oui. Alors, il y a un choix particulier de narration dans le film, il y a le parti pris de faire parler les acteurs face caméra, et je voulais savoir pourquoi, parce que c'est vraiment un truc assez original, puisqu'on ne voit pas forcément chez tous les réalisateurs, mais vous, c'est... Il y a un truc, je vais vous répondre très simplement, c'est que c'est assez rare au cinéma, mais dans le temps, ça ne l'était pas. Parce que tout le cinéma muet est basé sur des regards caméra. Chaplin, à chaque fois qu'il fait une bêtise, il fait un truc, il donne un coup de pied, il regarde la caméra pour dire « Ah, vous avez vu le truc ?» C'était des putes. Il jouait à la caméra. Et alors maintenant, on ne le fait plus, mais moi j'aime bien le faire. Parce que je pense que le cinéma, c'est ça. Et je me souviens un jour, dans Les Côtelettes, le film, que j'ai fait, qui a été un désastre, il y avait un plan de ma compagne Farida, qui faisait la pute dans une rue. Et alors, elle marchait de long en large, puis à un moment, elle s'arrête et elle regarde la caméra, comme ça. Et donc, j'aimais beaucoup ça. Et Luc Besson, qui était producteur du film, il me dit, mais il faut couper ça. Je dis, pourquoi? Elle regarde la caméra. Mais je dis, c'est voulu, c'est moi qui lui ai demandé. Ah bon, mais alors elle regarde qui? Je dis, elle regarde la caméra, mais pourquoi? Il y avait un truc comme ça, un dialogue de fou. Mais là, on ne peut pas discuter. Il y a un moment, on regarde la caméra. Et je l'ai fait beaucoup dans Le bruit du glaçon aussi.
Et Devers, Patrick Devers dans Beau-Père. Oui. Voilà. Il raconte sans arrêt des trucs. Et ça marche formidablement. Allô? Il y avait un côté confession qui s'adresse à nous, donc il y a une proximité qui se fait avec les spectateurs. Quoi. C'est surtout qu'on est pris, d'une certaine manière aussi, on est pris en otage. C'est-à-dire on ne peut pas s'échapper de ce regard-là. Parce qu'au cinéma, on regarde ce qu'on veut, et quand un acteur regarde la caméra, c'est-à-dire qu'il nous regarde, on ne peut pas s'échapper de ça. Donc, surtout quand c'est des bons acteurs. On est attrapé. C'est aussi une façon de nous attraper. On ne peut pas s'échapper de ça. C'est ça aussi. Et puis il y a une espèce de... Oui, mais il y a aussi un désespoir, une forme de désespoir du personnage qui regarde la caméra et qui se dit mais qu'est-ce que je fous là finalement? Pourquoi vous voulez pas dire couper? Parce que là c'est quand même... Il y a un côté comme ça qui est assez touchant, que j'aime beaucoup dans le cinéma. C'est quand le cinéma est vraiment du cinéma. C'est-à-dire qu'il avoue être que du cinéma. C'est-à-dire que c'est tellement que du cinéma qu'on regarde la caméra.